Donc, nous allons commencer cette table ronde des Annales des mines. Donc, je vous remercie toutes et tous d'avoir bien voulu y participer et de même de rester fidèles à cette revue qui est la plus ancienne d'Europe continentale et qui a accompagné le développement. J'ai perdu. Oui, François, vous êtes figé. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Bon. Bon, je suis désolé, c'est un problème d'Internet, de connexion Internet, donc je vais essayer d'être encore plus concis que je le souhaitais. Donc, 4 séries trimestrielles sur l'économie, la gestion, l'écologie, et c'est ce qui nous rassemble ce soir, et le numérique. Donc, tous nos articles sont librement, gratuitement téléchargeables sur le site Internet le mois de leur parution. Et donc, ce qui nous réunit aujourd'hui avec les auteurs, oratrices et orateurs que je remercie encore, eh bien, c'est le beau numéro du mois dernier sur l'adaptation au changement climatique que Michel Pascal et Hervé Le Treut ont coordonné. Et je laisse de suite la parole aux 2 co-coordonnateurs pour leurs propos introductifs avant que les oratrices et orateurs nous parlent de leurs articles et que nous puissions ouvrir le débat. J'invite tous les participants à remplir les questions et réponses ou le chat au cours de la réunion et on va essayer d'avoir une demi-heure de questions-réponses à partir de 18h. Michel ou Hervé, au travers de ces vidéos. Oui, donc bonjour à tous. Hervé n'a pas pu se joindre à nous. Il doit subir une intervention chirurgicale et la seule date qu'il a trouvée, c'est aujourd'hui. C'est pas très grave, hein, mais c'est aujourd'hui. Donc, il a enregistré un petit message et je vous propose tout simplement de commencer par ce message. À vous, Alexia. Un mot d'introduction sur l'adaptation au changement climatique et le travail sur lequel on s'est confronté pendant ces dernières années. Je regrette vraiment de ne pas être là en présentiel, mais c'est quelque chose que je ne peux pas maîtriser et donc je suis très content de pouvoir être là parmi vous. La problématique de l'adaptation au changement climatique est une problématique qui est en fait une problématique ancienne. Ça fait il y a assez longtemps qu'on a émis des gaz à effet de serre, qu'on sait que ces gaz à effet de serre engagent le futur. Mais pendant beaucoup d'années, on a pensé qu'on avait encore en main les clés qui permettaient d'atténuer en fait le réchauffement lié aux activités humaines, voire de maîtriser. C'est aujourd'hui quelque chose qui apparaît difficile et pour lesquels on n'a pas toutes les clés en main. En fait, les gaz à effet de serre se mélangent dans l'atmosphère. Ce sont des gaz qui viennent très souvent d'autres pays d'Amérique, de la Chine. Donc, on n'a pas la main complètement sur ce qui peut se passer aujourd'hui. On doit participer de manière forte à tout ce qui est émission de gaz à effet de serre et réduction de ces émissions. On sait que dans les dernières décennies, on a pu voir cette croissance, elle continue. Donc on est dans une situation aujourd'hui qui amène à une réflexion un petit peu différente sur ce que sont les enjeux auxquels on est confronté. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 2 types de nécessités. On est obligé, par rapport à la situation qui est une situation de grande échelle, à l'échelle de toute la planète, de faire en France le travail qui correspond d'être solidaire de tout ce qu'on peut faire pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Mais cette solidarité, on s'en rend compte de plus en plus, ne suffit pas. C'est une sécularité. On est aujourd'hui dans une situation où les émissions de gaz à effet de serre engagent un futur très important, de manière forte. Et on n'a pas de situation de recul facile. Donc on est aujourd'hui face à une autre situation, c'est-à-dire comment protéger nos territoires face à une évolution qui est une évolution qui continue d'être extrêmement rapide. Donc
fait à définir la, ce qui en appelle, à mon sens, l'adaptation au changement climatique. Cette adaptation, c'est construite sur deux piliers. Et ces deux piliers, on doit essayer de les faire se lier les uns aux autres de manière extrêmement précise, extrêmement forte. Alors, moi, j'ai travaillé pendant quelques années sur une situation qui est en Aquitaine, qui consiste à regarder ce qui peut se passer sur un territoire. Et ce que l'on voit sur ce territoire, c'est effectivement qu'on a besoin et qu'on peut profiter sur ce territoire de tous les messages qu'il peut nous donner. En fait, le problème du climat auquel on est confronté, c'est un problème qui ne se résume pas aux émissions de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre sont là, mais ce sont des gaz qui vont aussi jouer un rôle partiel seulement. C'est-à-dire qu'on est confronté à des évolutions qui ne sont pas seulement celles des gaz à effet de serre. On est confronté au fait qu'on a par exemple la biodiversité qui peut jouer un rôle majeur. On est confronté quand on veut prendre des décisions à l'action des hommes. Et donc, je crois que c'est très important aujourd'hui, et je pense que le texte, que les différents textes que vous aurez qui sur le résultat du travail qui a été fait le montrent. On est face à aujourd'hui une situation qui est une situation qui implique des actions diverses. Ces actions diverses, elles ne sont pas très faciles à générer. Je pense qu'on a des mots-clés qui sont des mots importants. Comment est-ce qu'on peut arbitrer des situations où on est éventuellement confronté à des enjeux qui sont contradictoires? Comment est-ce qu'on peut aider en fait le développement d'actions, cette fois de formation des jeunes pour être être en situation de peser sur ce qui sera le monde de demain. Merci Hervé. Donc, je suis sûr qu'il aurait vraiment aimé être avec nous. Vous m'entendez bien? Ça va? Je voulais d'abord saluer tous les participants. Vous êtes 74. Je voulais saluer. Il y a beaucoup de rédacteurs parmi les participants. Je suis très, très sensible. Et c'est vrai qu'on aura bientôt une table ronde avec 4 des rédacteurs. Donc, j'en demande d'avance pardon à ceux qu'on n'a pas retenus, mais on a dû faire un choix. Je voulais remercier pour ce numéro tous les rédacteurs et particulièrement le NERC, l'Office national pour l'observation des effets du réchauffement climatique, donc au sein de la DGEC et Météo France, qui ont chacun fait 3 articles. Ça fait 20 ans que les annales n'avaient pas traité de l'adaptation. Et les 2 idées qu'on a essayé de faire passer dans ma diapo numéro 1, et partagée par Alexia, c'est que le changement, c'est maintenant, même si il va y avoir des changements futurs, enfin, il y a des prévisions, mais le changement, c'est maintenant. Le climat a déjà changé, donc il faut déjà s'adapter. Et le deuxième, c'est adaptation et atténuation. Même combat, c'est ce que dit d'ailleurs Madame Pompili. Elle dit qu'il faut s'adapter à 2 choses, en fait. Il faut s'adapter au climat futur. Il faut s'adapter aussi à l'atténuation parce que ce n'est pas évident de prendre, je ne sais pas, moins sa voiture, moins les avions, d'isoler sa maison. C'est aussi une adaptation d'atténuer. Et puis, il y en a beaucoup qui opposaient à atténuation, adaptation. Oui, vous voulez vous adapter parce que vous ne voulez pas atténuer. Non, quoi qu'on fasse, on sait bien, et vous le savez tous, même si on arrive à atténuer comme le prévoit, comme le demande le GIEC, ce qui n'est pas du tout évident. De toute façon, il faut s'adapter. Il me revient de vous montrer un petit peu, en quelques minutes, ce qu'il y a dans le document. Donc, il y a une partie... Alors, il y a Renan Dantec, un président de la commission d'orientation de l'ONER, qui nous fait l'amitié de nous faire un préambule après la préface de la ministre. Donc, la première partie, c'est l'évolution des connaissances. Les connaissances vont vite, l'évolution des connaissances va très vite. Le 6e rapport du GIEC apporte beaucoup de choses. Donc, on a consacré pas mal d'articles à ça. La deuxième partie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le changement, c'est maintenant.
donc l'eau, la montagne, les impacts sanitaires, les territoires littoraux, les systèmes électriques. Hein. Souvent, ce qui tombe en premier lieu, c'est les systèmes électriques, hein, donc, et les réseaux en particulier, et tous les autres réseaux, mais sur les systèmes électriques en premier. Donc, un article là-dessus. Puis quand on dit que demain, la France sera plus électrifiée, ça fait poser des questions. Et puis également, il y a un article sur le coût de l'adaptation par la Caisse centrale de réassurance. Et la troisième partie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc atténuation et adaptation, même combat. Donc Hervé fait un article, le NERC, je vous le disais, donc nous présente la stratégie d'adaptation, hein, vous le voyez, un article sur... alors, Vincent Viguier dit un peu le contraire. Lui, il dit qu'attention, parfois adaptation et atténuation peuvent s'opposer, donc c'est pas complètement évident. Ensuite, on a, vous le voyez, Madame Nicole qui interviendra tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe dans certaines villes? Donc là, c'est Lille et Nantes. L'eau et l'agriculture, difficile de passer au travers de ça. Ensuite, les approches fondées sur la nature, on parle beaucoup de ça. La perception et les enjeux, qu'est-ce qu'en pensent les gens? Jean-Michel Valentin pour les aspects géopolitiques. Ensuite, Renan Dantec, dans sa préface, voilà, nous dit en fait 5 choses. Hein, donc l'information, l'agriculture, c'est son deuxième point. L'agriculture, c'est à la fois une solution, hein, pour le capture du CO2, mais c'est aussi un problème. Parce qu'il y a beaucoup d'émissions d'une part dans l'agriculture, un petit 20%. Et puis, il va falloir que l'agriculture change non seulement de modèle, mais change tout simplement de produits à cultiver. On ne cultive plus du maïs s'il n'y a plus d'eau. Les territoires, deuxième point, les solutions fondées sur la nature. Et je vous laisse lire le 5e point, qui est probablement le point le plus important. Renforcer notre cohésion et notre vivre ensemble. C'est facile de dire il faut que. C'est plus difficile, surtout en démocratie, de trouver des choses qui emportent adhésion. Ce genre de graphique, vous en verrez pas mal dans le document. Ça, c'est un graphique que j'aime bien. C'est l'évolution des dates de vendange, vous voyez. Donc, on a gagné un bon mois, hein, en 50 ans. Donc, rien que ça montre que changement climatique. Ça, c'est un sujet dont on nous parlera probablement dans la table ronde. C'est que on parle aujourd'hui d'1%, 1 degré, pardon, au niveau mondial, mais dans les continents, c'est déjà plus. Et puis, dans la partie nord de la planète, c'est encore beaucoup plus, hein, jusqu'à 6. Donc, c'est vrai que la France est dans une nette moyenne, mais elle est sur un continent. Et la diapo suivante vous dit 2 choses. La diapo suivante, celle-là, voilà. Sur la santé, j'ai juste pris une phrase. 37% des déchets dus à la chaleur seraient imputables au réchauffement climatique entre 1990 et 2018. Et on voit dans l'article de Madame Pascal, comme moi, des précisions par rapport à ça. Monsieur Montador nous dit que la valeur assurée en milliards d'euros pourrait doubler d'ici 2050. Lille et Nantes donc, sont présentés en termes d'adaptation, l'eau et l'agriculture, notamment sur le modèle, sur le rapport du CGEDD et du CGAER, et sur les enjeux mondiaux. Jean-Michel Valentin parle de la Russie et de la Chine, et j'ai mis âme sensible s'abstenir, parce que ça fait un petit peu peur de voir ce que font la Russie et la Chine par rapport à ça. Ça pose vraiment des questions mondiales. Enfin, vous savez très bien que la Russie, pour elle, c'est une opportunité, le réchauffement climatique. Et donc, elle a intérêt à la limite que la Terre se réchauffe. Donc, ça pose quand même de vraies questions. Puis la Chine, et elle fait d'autres choses. Je vous laisse découvrir.
Dans la, enfin, sur ça c'est Madame Martin qui nous parle un petit peu de ce que pensent les gens. Donc, on voit en peu de temps, finalement, en 20 ans, euh, ben, il y a 50% des gens qui disaient bouf, réchauffement climatique, bon, c'est des phénomènes naturels, hein, 50% en 2000. Aujourd'hui, c'est 21%, donc c'est beaucoup moins. Donc, même si c'est encore pas mal, hein, euh, on a peut-être une meilleure connaissance. Ça ne veut pas dire adhésion à une connaissance, mais au moins on peut avoir conscience du problème. Donc voilà, ben, j'ai terminé ma présentation. Je vais volontairement aller très vite, mais c'est un peu de teasing, hein, pour vous montrer effectivement ce qu'il y a dans le document que vous avez déjà peut-être lu d'ailleurs. Je propose maintenant de, d'inviter nos 4 participants à aller à la table ronde. Ça va, ils n'ont pas beaucoup à bouger. Dans l'ordre, il y aura Monsieur Duvernois, ensuite Monsieur Soubirous, Monsieur Denis Salle et Madame Nicole. Donc, je commence par Jérôme Duvernois. Donc, vous êtes chargé de mission adaptation au changement climatique à l'ONERC, hein, national des effets du réchauffement climatique, point focal du GIEC. Hein. Et donc, vous allez répondre aux questions où on en est aujourd'hui et quelle est l'évolution du climat. Donc, je vous donne la parole, Jérôme, si vous voulez bien. Oui, merci beaucoup, Michel. Merci déjà pour l'invitation. Pour l'invitation de l'ONERC à écrire trois chapitres et à participer aussi à cette table ronde. Comme vous l'avez dit, donc je partis à l'ONERC qui fait partie du ministère de la Transition écologique. Enfin, je ne sais pas encore pour encore combien de temps on va s'appeler comme ça. Donc j'ai préparé une présentation. Je ne sais pas si elle est à l'écran. Il va bientôt arriver, j'imagine. Donc, enfin, ma présentation va se faire en 3 parties, qui sont les 3 effets, on va dire, les majeurs du réchauffement climatique. Hein, une partie sur la température, une partie sur les glaciers et une partie sur la mer. Alors, toujours pas. Vous avez récupéré la main, c'est ça, vous essayez de la partager? Non, j'ai pas récupéré la main. Enfin, Alors, je peux le faire, oui. okay. Alexia, c'est... Ok, j'ai transmis la main, oui. D'accord, je pensais que... Vous êtes animateur actuellement. Oui. Voilà, c'est bon, ça s'affiche. Très bien. J'ai perdu ma souris. C'est pas grave. On va essayer de passer en mode plein écran. Voilà, donc sur la température, donc vous voyez ici, donc sur la partie gauche, l'évolution de la température moyenne mondiale à partir de 1850 et jusqu'à 2020. Donc on voit bien ici qu'il y a une accélération du réchauffement depuis, on va dire, les années 80 par rapport aux années pré-industrielles. Pour les Nations Unies, la période des références, c'est 1850-1900. Et on voit ici que le réchauffement du monde, c'est-à-dire terre et océan, est d'environ, enfin, plus d'1 degré, c'est 1,1 degré à l'échelle mondiale. Si on regarde ce qui se passe en France, donc là, on n'a que la France métropolitaine, donc effectivement, c'est uniquement des terres. Ce réchauffement est supérieur, hein, puisque si on regarde l'évolution depuis 1900, on voit exactement la même accélération depuis les années 1980
avec des années qui sont maintenant toujours des années plus chaudes par rapport à l'année de référence, même s'il reste bien sûr toujours une variabilité du climat. Et si on regarde donc par rapport au début de ce siècle, donc les 20 premières années, par rapport aux 20 dernières, on voit que la France a augmenté, la température de la France, la température moyenne de la France a augmenté de 1,7 degrés. Là, on est sur des températures moyennes, mais si on regarde aussi les températures extrêmes, donc plus particulièrement les vagues de chaleur, on voit que depuis 1947, il y a 43 épisodes qui ont été identifiés jusqu'à 2020, mais ces vagues de chaleur sont plus particulièrement dans la dernière partie de la courbe. Donc, ces vagues de chaleur sont représentées ici en abscisse avec une durée en jours, alors qu'en ordonnée, on a l'intensité maximale de ces vagues de chaleur, sachant que la sévérité de ces vagues sont proportionnelles à la taille de la bulle. On reconnaît bien ici donc la vague de chaleur dont tout le monde se souvient, donc la vague de 2003, avec vraiment énormément d'incidences de décès, de surmortalité. Mais vous pouvez voir aussi une année aussi très particulière, l'année 2019, qui est pas si éloignée de nous, avec une vague de chaleur qui était, même s'il était plus courte, elle était aussi intense que la vague de 2003. Et il y avait même en 2019 deux vagues de chaleur différentes, donc, les deux pendant l'été. Et pendant cette vague de chaleur, la première en juin, des records de température absolue ont été battus, très largement battus de presque 2 degrés, il me semble, avec une température absolue de 46 degrés qui a été mesurée dans l'Hérault, à Vérargues. Donc le deuxième, bien sûr, quand la température chauffe, ça fait fondre les glaciers. Je ne parlerai pas du Groenland, mais je vais regarder uniquement les glaciers de France ici. Donc vous voyez sur la gauche, donc la fonte des glaciers à la fois dans les Pyrénées, mais aussi dans les Alpes, avec c'est pareil, une forte accélération de la fonte des glaciers à partir des années 80. Vous pouvez également vérifier avec des photos prises à 20 ans d'intervalle. Donc en haut, vous avez une photo du glacier d'Ossou dans les Pyrénées en 2000, et en dessous, le même glacier bien sûr, à la même période en 2019-2020. Donc, quand la température de l'air se réchauffe, il y a également réchauffement de la température des océans, cumulé avec l'apport de glace, d'eau douce supplémentaire, ça fait monter le niveau de la mer des mers et des océans. Actuellement, en moyenne mondiale, nous avons maintenant une augmentation de 3,42 mm par an, observée ici par des mesures satellitales depuis 1993. Mais nous avons également, donc ça c'est la courbe, donc des observations, de la moyenne des observations. La mer, par contre, ne monte pas de la même manière dans tous les endroits du monde, et ça c'est illustré par la petite image en bas à gauche, avec l'augmentation des océans dans différentes parties du globe. Et enfin, sur cette diapositive, vous voyez en bas à droite l'augmentation du niveau de la mer observée par des marégraphes à Brest. Brest a la particularité d'avoir 300 ans d'observation du niveau de la mer, et on voit de la même manière la même montée des océans qui s'accélère depuis les années 80. Donc, si on cumule ces trois effets du réchauffement climatique à l'échelle de la France et à l'horizon 2050, nous avons toutes sortes d'impacts qui vont être observés, qui sont déjà observés et qui continueront à être observés. Bien sûr, une augmentation de la température moyenne annuelle sur l'ensemble de la France. Cette augmentation moyenne ne va pas être de la même manière, observée de la même manière, que ce soit
au bord de la mer où on a cet effet tampon, notamment par exemple en Bretagne, et ce ne sera pas observé de la même manière on est vers Strasbourg, par exemple en Alsace, avec une augmentation, un climat plus continental, donc une augmentation plus importante. Vous voyez, c'est sur cette carte des impacts, effectivement, aussi la baisse de l'enneigement observé dans l'ensemble des massifs montagneux de la France. Vous voyez également aussi les effets d'îlots de chaleur urbains dans toutes les villes, dans toutes les métropoles françaises. J'en ai pas parlé, mais nous avons aussi une perturbation du cycle de l'eau avec des crues qui vont être plus importantes sur l'ensemble des fleuves. Et nous avons bien sûr côté littoral des submersions marines qui vont apparaître. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Vous avez bien sûr possibilité de vous référer à l'ouvrage ou d'aller sur le site de l'ONERC ou celui de Météo France. L'ONERC, je vais faire un petit peu de pub. On a parlé des solutions fondées sur la nature. Nous avons un rapport sur le sujet qui a été publié très récemment. Donc des solutions fondées sur la nature pour s'adapter au changement climatique et notre dernier rapport, la prospective au service de l'adaptation au changement climatique. Merci Jérôme. Merci, je vais essayer. Voilà, donc vous avez pile tenu les 10 minutes. Donc on va rester sur l'évolution des connaissances avec Jean-Michel Soubirous, qui est directeur adjoint scientifique de la direction de la climatologie et des services climatiques de Météo France. Je remercie Virginie Schwartz d'avoir mobilisé tout son petit monde là. Vous avez fait 3 articles dans vous aussi, donc l'un sur les enseignements du 6e rapport du GIEC, et en août 2021, il apporte beaucoup d'éléments, notamment sur les événements extrêmes. Vous avez un outil DRIAS qui permet un peu, dans un endroit de France, de savoir un peu quel sera le climat en 2050 et 2100. Donc je pense que ça peut être très utile pour les collectivités. Et puis vous avez fait aussi un article sur le changement climatique en montagne. Voilà, donc Jean-Michel, je vous passe la parole. Merci Michel et bonjour à tous. Donc de mon côté, je suis ravi d'être avec vous pour cette table ronde sur l'adaptation. Et effectivement, donc mon propos, ça va être d'illustrer le rôle de la climatologie et d'un établissement comme Météo France pour les actions d'adaptation. Et finalement, en profitant des 3 articles que vous avez cités, qui donnent finalement un panel de types d'interventions qu'un établissement comme Météo France peut faire pour avancer sur l'adaptation. Alors moi, je vais m'appuyer sur Alexia pour faire passer les diapositives. J'espère que ça va fonctionner. Je vais aussi me mettre dans la continuité de la présentation de Jérôme, qui nous a déjà planté le paysage finalement de ces aléas, de cette évolution des impacts du changement climatique sur la métropole, donc à la fois avec des températures qui sont en hausse, à la fois des glaciers qui fondent, donc élévation des niveaux de la mer, donc tout un ensemble de choses là qui sont déjà en place. Alors voilà, donc à travers ces 3 articles de Météo France, dans la revue des Annales des Mines, moi je les ai regroupés finalement comme type d'action. Premier type d'action, contribuer à l'établissement du consensus scientifique sur le changement climatique, et puis à partager avec tout type de public ce consensus, et puis favoriser la mobilisation des acteurs, qui je crois est un élément important. Le deuxième, Alexia a quelques difficultés, mais je vais continuer à essayer de m'appuyer sur elle. Le deuxième, vous ne voyez pas en fait. Excusez-moi, vous ne voyez pas le partage à l'écran? Non, moi je ne le vois pas, non. Est-ce que ça va là? Voilà, c'est très bien. Donc voilà, le deuxième élément. Je le laisse ainsi, ou est-ce que vous le voulez en plein écran? Je pense qu'on peut le mettre en plein écran, essayez. Ça devrait drôlement. Oui, j'essaye tout de suite. Allez, sinon on restera comme ça. Dites-moi. Non, c'est là où ça plante, donc il ne faut pas le mettre en plein écran. Voilà, on va la réponse. Voilà.
Je laisse écran normal. Vous voyez ou il faut que je relance le partage? Là, il faut relancer le partage. Je ne vois pas. Voilà, c'est bon, c'est parti. Allez, au micro. Voilà, parfait. Donc, la diapo suivante, on va y arriver. Voilà, merci. Donc, la deuxième, c'est la production des jeux de données climatiques pour l'adaptation et leur mise à disposition et faciliter leur utilisation parce que aujourd'hui, on a besoin de prendre en main des données et de confronter les exercices d'adaptation avec l'évolution du climat. Et puis, le troisième type d'intervention, d'activité qui est essentielle, c'est de développer des modèles d'impact, de rapprocher le monde naturel du monde anthropique, du monde des activités et de développer des services d'aide à la décision pour l'adaptation. Donc, c'est ce que l'on va voir par la suite. Donc, concernant la contribution à l'établissement du consensus scientifique, on sait à quel point c'est important. Donc, Michel Pascal nous le montrait sur le fait que le public aujourd'hui est beaucoup plus impliqué sur ces questions du changement climatique. Et donc, ça passe par le développement de la connaissance, ça passe par l'établissement du diagnostic passé, en France avec les longues séries climatologiques, et futur, avec la modélisation climatique globale, qui est ensuite analysée qui donne lieu à des publications qui sont ensuite analysées dans les différents rapports du GIEC, où participent notamment des chercheurs de Météo France, mais des climatologues, d'autres climatologues en France et partout dans le monde. Donc, à partir de cette connaissance qui est établie au niveau international, qui est validée par les États à travers le GIEC, ce qui est important, c'est de la partager avec différents types d'outils. Je cite là l'application Climat HD de Météo France, qui vise à l'échelle des territoires de présenter l'évolution du climat passé et futur, pour différents types de variables, que ce soit des températures, des précipitations, des événements extrêmes ou des impacts, et puis également le rôle des observatoires. Juste avant moi, Jérôme présentait les actions de l'ONER, qui a des observatoires aussi régionaux. On a parlé d'Acclimatera, avec Hervé Letreux en introduction. Et puis, voilà, après, il est essentiel aussi de sensibiliser les acteurs, de développer des supports de communication, d'être présent sur les réseaux sociaux et de développer des actions de formation. Alors, je vous invite dans la revue Canal des Mines, à regarder, à lire, à parcourir l'article de David Salas-Imelia sur les principaux enseignements du groupe 1 du GIEC, et avec bien sûr le rôle unique de l'homme dans le réchauffement climatique, le fait que chaque émission de CO2 provoque du réchauffement. Tant qu'on n'aura pas arrêté les émissions de CO2, la Terre continuera de se réchauffer. Et puis l'impact sur les extrêmes, et comme exemple d'extrêmes qui augmente, vu la situation actuelle sur la France, l'évolution des sécheresses agricoles me paraissait tout à fait pertinente. Et au fur et à mesure qu'on obtient des degrés, que la Terre se réchauffe, et bien l'intensité et la fréquence des sécheresses, notamment des sécheresses des sols, elle augmente. Alors, autre type d'activité qui est tout à fait essentielle, c'est la mise en œuvre de la modélisation climatique régionale et des corrections statistiques pour établir les meilleurs diagnostics possibles sur la France. Ces diagnostics, ils sont mis à disposition. Il nécessite des travaux particuliers. C'est notamment le rapport DRIAS 2020 qui a été établi en début 2021, et ces données sont relativement faciles d'accès, libres d'accès, sur un portail DRIAS qui non seulement met à disposition les données à des échelles assez fines, 8 km de résolution sur la France, vraiment à l'échelle pratiquement des communes, mais aussi documente l'ensemble de ces jeux de données et permet d'avoir un certain nombre de représentations cartographiques pour extraire ces données et les intégrer dans des rapports. Voilà. Et puis il y a eu un rapport DRIAS 2020, comme j'évoquais, qui a été produit début 2021. Alors j'ai eu le plaisir de co-signer avec Virginie Schwartz, PDG de Météo France, un article qui présente l'évolution attendue du climat en France en 2050 et 2100. Et comme illustration, en 2050, le réchauffement attendu maintenant sur la métropole
Et donc, avec les différentes simulations les meilleures dont on dispose, donc ça nous amène à un réchauffement de l'ordre de 1,5 degré à un peu plus de 2 degrés en 2050. Et puis, donc, selon les scénarios climatiques, un scénario climatique de forte émission nous amène à dépasser 4,5 degrés, un scénario d'émission modérée, donc plutôt légèrement entre 2 degrés et 2,5 degrés. Et dans l'article, donc, il y a tout un ensemble de cartographies sur l'évolution des variables de température et les extrêmes, donc cartographiées sur la France, de façon donc à documenter finalement à quoi est-ce que l'on doit, à quoi on va devoir s'adapter donc à l'échelle nationale. Et puis donc dernier type d'activité qui est tout à fait essentiel aussi, donc c'est de développer des modèles d'impact et des services d'aide à la décision. Et donc, il s'agit de bien représenter, d'essayer de mieux représenter les enjeux sectoriels, que sont ceux, par exemple, donc, de l'enneigement en montagne, celui de la ressource en eau, celui de la production agricole, celui de l'évolution du climat urbain et de l'îlot de chaleur urbain. Tous ces sujets tout à fait essentiels, majeurs pour l'adaptation. Et à partir donc, de cette approche donc, de modélisation et de représentation du système anthropisé, de développer des services d'aide à la décision pour l'adaptation. Donc, il y a un service pour les stations de ski qui connaît aujourd'hui donc un grand succès qui s'appelle ClimSnow et qui permet donc de préparer l'adaptation de nos stations de ski à un enneigement qui va devenir progressivement plus rare. Il y a également donc de nouveaux services pour les entreprises, pour les communes qui vont être ouverts donc en 2022. Donc, dans la revue donc, des Annales, donc, il y a un article donc, qui a été rédigé par Samuel Morin, le directeur du Centre national de recherche météorologique, sur le changement climatique en montagne, impact, risque et adaptation, qui reprend donc, le travail qui a été fait dans le cadre notamment donc, du rapport SROC du GIEC donc, sur la cryosphère, et puis donc, qui montre donc, dans les modélisations aujourd'hui, donc, si on prend en compte non seulement la neige naturelle, mais si on prend en compte aussi les effets des damages et les effets de la production de neige, voilà, on arrive à simuler le manteau neigeux donc, sur les pistes de ski et apporter donc, des informations, des aides à la décision pour l'adaptation donc, de ces activités. Donc voilà ce que je voulais vous dire un petit peu sur là où on en est aujourd'hui de l'apport de la climatologie pour l'adaptation. Merci, Monsieur Soubirous. Donc, à 15 minutes, Jean-Michel, à 15 secondes, vous avez 15 secondes d'avance, c'est parfait. Denis Salle, alors, Denis Salle, vous êtes directeur de recherche en sociologie à l'INRAE, au centre de Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux, et vous faites un article sur l'eau, sociologue. Donc, vous dirigez des recherches en sociologie de l'environnement, de l'action publique, portant sur l'adaptation, l'anticipation des sociétés face au changement climatique, les modes de gouvernance de l'eau, sur la concertation et sur les dispositifs de sciences participatives. Et ben voilà, je vous laisse nous donner envie de lire votre article, Denis. Bien, mais merci beaucoup. Alors, je voulais remercier les éditeurs qui ont lancé ce défi stimulant d'un texte très court en 4 pages et puis d'un exposé en 10 minutes sur ce vaste sujet de l'eau et changement climatique. Donc moi, effectivement, je vais porter un regard de sociologie sur l'eau à l'échelle plutôt des territoires et donc dans ce contexte du changement climatique. Alors j'ai intitulé mon article « Repenser l'eau à l'ère du changement climatique ». Donc le point de départ que j'ai pris, c'est une formule qui peut sembler anodine, c'est se préparer à vivre dans un monde différent. C'est ce que nous proposent en quelque sorte les résultats, les travaux du GIEC, les travaux qu'on a pu faire à Climatera. Une formule anodine, mais qui finalement se révèle assez lourde de sens. Alors, je n'ai pas trop le temps ici de dérouler tous les impacts du changement climatique sur l'eau. Ils sont désormais relativement bien connus. Sur l'eau, je dirais les impacts sur le vivant, sur les activités humaines. Donc, on sait essentiellement, ce que je dirais, le message, c'est que le changement climatique, pour l'eau, c'est un formidable accélérateur de tensions, de problèmes qui sont déjà là parfois depuis l'ère industrielle. Donc, je passe rapidement sur ce point et je voudrais plutôt chercher à comprendre ce qui limite les capacités à se préparer à ce qui nous est présenté comme quelque chose qui va advenir. Donc, pour faire ça, comment comprendre que parfois on dénigre le déficit d'action ou l'inaction climatique
Et je vais passer en revue un certain nombre de facteurs en essayant de voir s'ils sont solides. Alors, première question, est-ce qu'on est face à un déficit de connaissances? Est-ce qu'on est face à un déficit de savoir qui empêcherait quelque part d'agir? Bon, ce qu'on peut dire, c'est que le champ hydroclimatique, il est peut-être un des plus documentés à l'échelle globale, mais aussi à l'échelle locale. Et donc, si effectivement on peut se dire qu'il y a un besoin de diffusion, certes de vulgarisation, je pense qu'on ne peut pas s'en tenir au fait que les personnes, les décideurs, les acteurs ne savent pas et que c'est ce qui occasionnerait un déficit d'action. Donc, ce modèle du modèle du déficit de connaissances, il a beaucoup été travaillé dans les sciences sociales et souvent pour être critiqué parce que finalement, ça montre que ce n'est pas par une surenchère de sciences qu'on va résoudre le problème auquel on est confronté. Alors évidemment, je reviendrai tout à l'heure sur le besoin de nouveautés scientifiques et d'avancées, mais on ne peut pas dire « Ah, s'ils savaient, finalement, toute la société se mettrait en marche ». Donc, je repousse un peu cette idée de déficit de savoir. Deuxième point, est-ce qu'on est face à un déficit d'action publique et d'offres politiques? Si on regarde l'ensemble des dispositifs qui se déploient aujourd'hui depuis l'échelle mondiale jusqu'à l'échelle territoriale sur le climat, donc à l'échelle régionale, et les plans climat, action, énergie territoriaux, les SRADET, tous les bassins de France ont aujourd'hui constitué un plan d'adaptation au changement climatique avec parfois plus ou moins d'ambition. Moi, j'ai participé à celui d'Adour-Garonne et à la lecture, on peut imaginer que c'est un plan qui est relativement ambitieux, mais sa traduction en politique publique n'a pas nécessairement eu lieu. Je sais que l'ONERC, il est en préparation une nouvelle loi énergie-climat avec un volet adaptation dont l'ONERC est en train de faire les préparatifs. Donc, on peut se dire qu'il y a toute l'expertise de la planification qui est présente et donc on n'est pas face à ce que parfois certains disent l'inaction politique au sens d'une déficit de planification. Les instruments et l'expertise est là. Autre focale, est-ce que c'est un problème de rivalité, de vision du monde et est-ce que c'est un problème de conflit d'intérêts? Et je crois qu'est là la clé de ce qui aujourd'hui paralyse l'inaction. Il n'y a qu'à voir les conflits territoriaux que suscite l'eau. On se souviendra du drame de Caussade, du drame de Sivens, autour de la construction du barrage de Sivens. Plus récemment, dans le sud-ouest, on a eu une controverse sur un lac qui a été construit de manière illégale par un collectif d'agriculteurs, c'est le lac de Caussade. Dans les Charentes, il y a toute une controverse aujourd'hui sur ce qu'on appelle les méga-bassines, qui sont des infrastructures de stockage d'eau pour les réalimenter avec de l'eau de nappe dans des périodes où on en a besoin. Donc, on est là face à des conflits territoriaux qui manifestent finalement des visions du monde et des conflits d'intérêts. On voit bien que l'eau, comme facteur de production, elle réveille des rivalités entre des usagers, entre des usages, et je crois que ça va s'accentuer s'il n'y a pas une capacité à repenser l'eau. Je vais y revenir. Donc, ces conflits de vision du monde, on dit aujourd'hui des visions du monde, on aurait dit il y a quelques décennies des conflits idéologiques, et je crois que c'est à travers cette lecture qu'il faut lire aujourd'hui l'incapacité à répondre aux enjeux climatiques. Si on regarde un peu dans le champ institutionnel, on a eu en 2018-2019 des assises de l'eau qui avaient essayé de tirer un peu les fils de tout ce qui était les enjeux de l'eau. On a eu en 2022 un Varenne de l'eau agricole qui a été dénoncé par beaucoup d'organisations comme étant finalement un parti pris et un accaparement de l'eau par une filière agricole. Il a subi des critiques de la part de conseils scientifiques, le fait qu'il ne soit pas passé par les voies de concertation habituelles et évidemment les critiques de tout ce qui porte une vision de l'agroécologie qui réclame plutôt un changement de paradigme. Donc on est là face à deux écoles, une adaptation au changement climatique par ajustement, en essayant d'ajuster des ressources pour maintenir des modes d'agriculture tels qu'ils sont aujourd'hui, et une adaptation par transformation qui réclame un changement de paradigme et un changement radical de vision de l'agriculture. Donc, c'est quoi ces deux paradigmes? Il y a d'un côté un paradigme qu'on pourrait appeler extractiviste, qui a considéré que l'eau devait être partagée pour des usages. C'est ce qui a prévalu depuis les premières lois sur l'eau des années 60. C'est relativement classique. On met les gens autour du seau, on essaie de constituer des quotas, on partage, et puis on retrouve cette idée parfois de l'eau qui coule
et qui part à la mer parce qu'elle n'aurait pas été captée. C'est ça la vision extractive, hein, et ça se dit au nom du bon sens. Cette eau qui coule et qui part à la mer, qui est perdue, on devrait la capter. Comme quoi, parfois, le bon sens nous mène dans une mauvaise direction. Et puis, le paradigme aujourd'hui concurrent, c'est de dire non pas de l'eau pour des usages, mais de l'eau pour la qualité de vie, pour la qualité du vivant. Alors ça, c'est une démarche qui est beaucoup plus complexe parce que ça demande des choix collectifs. Ça veut dire à quoi est-on prêt à renoncer, que ce à quoi on tient. Et donc, ça pose des principes de justice et certainement que ça pose l'aspect des conflits à une autre échelle. Donc, tout ça, je pense, ça pose la question du sens des politiques publiques. Quel futur voulons-nous? Pourquoi voulons-nous de l'eau? Pourquoi faire? Pour quelle finalité? Pour quel intérêt collectif? Et c'est deux modèles qui sont relativement différents. Alors, pour terminer, tout à l'heure, Jean-Michel Soubérou a évoqué les besoins de connaissances. Ils sont réels, mais attention, je pense, d'essayer de les imaginer de manière beaucoup plus intégrative. C'est-à-dire que nous avons besoin de sciences aujourd'hui, non pas simplement sur les impacts du changement climatique, mais nous avons besoin d'anticiper, de nous préparer à. Donc, il faut passer des sciences des impacts qui ont prévalu durant le XXe siècle à des sciences de l'anticipation par des approches, certes, de modélisation, certes de simulation, certes de scénarios, mais il faut aussi embarquer les sociétés dans la construction de ces scénarios. Tous ne se valent pas. Ils sont pas tous, certains sont contradictoires. Il y a plusieurs chemins, il faut les documenter et ensuite se donner les moyens de les choisir par des procédures démocratiques, participatives, inclusives et évidemment par des politiques publiques qui explicitent leurs choix. Donc c'est une question, vous voyez, de posture. Alors pour conclure, je dirais que dans l'idée de progrès qui a animé la modernité, le futur était posé en termes de possibilités et de limites à repousser. Donc, c'était ça qui a construit finalement l'idée de progrès, d'avancée. Aujourd'hui, avec le changement climatique, on en est plus à réfléchir plutôt à ce qui est souhaitable versus ce qui ne l'est pas. Et donc, je crois qu'il faut, pour enchanter l'avenir des jeunes, montrer qu'ils ont la prise sur ce qui va advenir, sortir certainement à la fois du fatalisme de la collapsologie, mais aussi du prêchi-prêcha du développement durable, dont les promesses depuis 30 ans de vouloir équilibrer les trois piliers n'ont clairement pas été tenues. Ben, il faut trouver d'autres chemins. Et donc, il faut aujourd'hui engager à travers ces approches anticipatives ces chemins, les ouvrir, et puis faire preuve d'imagination. Je conclurai par ce mot de Bachelard. Pour agir, il faut savoir imaginer. Je vous remercie. Merci, Monsieur Salle. Je pense que vous nous avez donné largement envie d'aller lire votre article, même si, comme les autres, effectivement, il est assez court, mais il est dense. Morgane Nicole, vous êtes directrice du programme Territoire dans une association qui s'appelle I4CE, en bon français, Institut de l'économie pour le climat. Donc, vous assurez le développement, le suivi et la diffusion des activités de cet institut à destination des acteurs territoriaux et en particulier des collectivités locales. Et vous avez produit récemment un rapport qui présente l'expérience de 5 collectivités. Dans l'article, vous en présentez 2, hein, celle de Lille et celle de Nantes. Je rappelle que le sénateur Dantec est nantais, hein, et moi j'ai habité 9 ans à Lille, donc je sais la dynamique là-bas. Donc Morgane, je vous donne la parole. Merci, bonjour à tous. Donc, alors, est-ce que... Hop. Mes slides... Ah, si, c'est bon. Donc, juste très rapidement pour vous présenter I4CE ou I4CE, l'Institut de l'économie pour le climat. On est donc une association loi 1901, un think tank dont la mission est d'apporter des informations, des chiffres, des données pour contribuer au débat public sur les enjeux économiques et financiers liés au climat. Et donc, tous nos travaux sont réalisés en interne. On est une trentaine de chercheurs. Alors, l'article qu'on a écrit dans les Annales des mines et que je présente aujourd'hui est issu des conclusions, d'une partie des conclusions d'un projet qui s'appelle le projet Finadapter, qu'on a réalisé en partenariat avec Ramboll et qui était soutenu par l'ADEME. L'objectif de ce projet, c'était d'abord de dresser un panorama des grands chantiers de l'adaptation en France,
Ensuite, d'analyser quels sont les défis économiques pour généraliser la prise en compte de l'adaptation au changement climatique dans les territoires français. Et puis, enfin, d'explorer quel pourrait être le rôle des institutions financières publiques pour contribuer à l'accélération de l'adaptation au changement climatique des territoires français. Quelques mots d'introduction pour vous expliquer, enfin pour placer un peu nos propos ensuite. Contribuer à l'adaptation, pour nous, ça veut dire deux choses. À la fois le côté se préparer à mieux gérer et à mieux se remettre des crises, donc anticiper la gestion de crise, et puis aussi prévenir, agir en amont pour réduire l'exposition et la vulnérabilité. Donc c'est bien ces deux choses. Et un autre point important dans notre définition de l'adaptation, il y a quelques projets d'adaptation et il y a aussi beaucoup de projets à adapter. Ce qu'on veut dire par là, et c'est très important quand on se place d'un point de vue d'un financeur, quel qu'il soit, que ce soit de la finance publique ou de la finance privée, c'est qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de projets d'adaptation, entre guillemets, qui en fait sont d'intégrer des composantes d'adaptation, de mettre en place des mesures d'adaptation à l'intérieur de projets ou de politiques qui sont faits pour d'autres objectifs. Du coup, ça veut dire que financer l'adaptation, pour au moins une partie, voire la majeure partie, c'est en fait s'assurer que les projets qui sont financés par ailleurs sont bien adaptés aux impacts du changement climatique. On s'est posé ces questions-là en partant d'un constat qui est que quand on regarde un certain nombre il y a vraiment eu beaucoup d'études économiques sur les coûts de l'inaction comparés au coût de l'action. Ce qu'on voit, c'est que le coût de l'action, d'un point de vue macroéconomique, est largement inférieur au coût de l'inaction. Et pourtant, et par ailleurs, il s'agit d'utiliser efficacement les dépenses publiques, que de prendre en compte l'adaptation au changement climatique dès maintenant, parce que sinon, ça voudra dire reprendre un certain nombre d'infrastructures et d'équipements dans quelques années pour les adapter au changement climatique. Donc, c'est beaucoup plus efficient de le prendre en compte dès maintenant. Donc, il y a une rationalité économique, et pourtant, pour l'instant, l'adaptation au changement climatique avance peu. Donc, du coup, on s'est posé la question de quels sont les freins qui empêchent encore aujourd'hui d'avancer sur cette question d'adaptation au changement climatique. Pour répondre à cette question, on a notamment réalisé 5 cas d'études, donc très détaillés, en allant interroger un large panel d'acteurs sur chacun de ces cas d'études. Là, je vais vous en présenter deux très rapidement, donc vous aurez plus de détails dans l'article et sinon dans nos travaux. Le premier cas d'étude, c'est sur la mise en œuvre du volet adaptation du plan climat de la métropole européenne de Lille. Donc, au niveau de la métropole européenne de Lille, l'enjeu de l'adaptation avait bien été marqué comme un des enjeux prioritaires au niveau de l'action climatique de la métropole. Les acteurs à mobiliser sont identifiés. La stratégie est bien inclue, est bien existante et bien inclue dans le PCAET. Et le sujet est porté politiquement, avec des élus qui portent depuis plusieurs mandats ce sujet de l'adaptation au changement climatique dans la métropole lilloise. Donc on est sur un cas, un des cas, il y en a d'autres, où les enjeux sont bien identifiés, c'est porté politiquement, et pourtant au niveau de la mise en œuvre, on voit encore des freins. Donc les principaux freins qu'on voit au niveau de la mise en œuvre, c'est que la plupart des mesures, ou en tout cas les mesures les plus structurantes en termes d'adaptation au changement climatique, demandent d'intégrer l'adaptation dans les politiques existantes. Donc pour ça, il y a besoin de casser les silos, il y a besoin de faire évoluer la manière de conduire les politiques et les projets. Et finalement, il y a besoin d'améliorer la transversalité, d'améliorer la concertation entre différentes équipes, différentes politiques, et il y a besoin d'intégrer l'expertise au bon moment du projet, de la conception du projet. Et donc tout ça demande donc de revoir les manières de travailler, et du coup, ça demande de l'apprentissage et ça demande du temps. Et donc, au final, au niveau des acteurs interrogés au niveau de la métropole européenne de Lille,
le frein financier n'a jamais été évoqué comme étant un frein à la mise en œuvre des actions d'adaptation au changement climatique. Par contre, ce qui était vraiment mis en avant, c'était les difficultés liées à un manque de ressources humaines qualifiées et puis des difficultés à trouver le temps, à avoir en place les processus qui permettent d'avoir cette transversalité, cette concertation et d'intégrer au bon moment des projets ou des politiques l'expertise qu'il faut pour adapter les projets. Une autre étude de cas porte sur une opération d'aménagement particulière sur Nantes Métropole, donc l'opération d'aménagement de la zone de Pierremille-les-Îles. Donc c'est un projet vraiment emblématique parce c'est un projet donc, de zone d'aménagement qui est fait sur une zone partiellement inondable. Donc là, sur ce cas d'étude, on est en fin de processus de conception du projet et en définition des cahiers des charges pour les différents, les différents lots. Et donc, ce qui a rendu possible cet aménagement d'une zone d'aménagement sur une zone partiellement inondable, ça a été un environnement institutionnel favorable dans le sens où le lancement de ce projet a eu lieu en même temps que la révision du PPRI, donc ce qui n'arrive pas forcément à tous les coups, et qui a permis d'intégrer au PPRI des prescriptions spécifiques qui permettaient, qui rendaient possible cet aménagement dans une zone partiellement inondable. Ensuite, un environnement propice parce que les différents acteurs mis autour de la table, que ce soit l'aménageur, la métropole et l'État, ont pris le temps de coordination et ont pris le temps des études amont pour à la fois réaliser cette intégration dans le PPRI et dans la conception du projet. Ensuite, il y a un autre élément qui a permis d'avoir un projet exemplaire, c'est que dès le départ, l'aménageur a mis en place une démarche très volontariste dans la conception du projet. Notamment, au-delà de cette zone, donc des conditions d'aménagement en zone inondable, l'aménageur a rajouté d'autres conditions, notamment par rapport à la réduction des îlots de chaleur et le confort d'été. L'aménageur a pris vraiment un temps important d'études et de conception du projet en mobilisant des compétences nouvelles, par exemple des écologues, en prenant un temps assez conséquent d'études, d'expérimentation, par exemple une expérimentation avec la population sur le type de végétation à mettre sur la zone d'aménagement et de concertation. Et donc, grâce à tout ça, on a un projet qui est vraiment ambitieux en termes d'adaptation au changement climatique. Maintenant, on est encore dans une phase, on a encore un défi sur ce projet-là qui est la traduction opérationnelle de ce projet et de réussir à garder l'ambition de ce projet une fois qu'on le traduit dans des cahiers des charges, une fois qu'on passe... Le défi, c'est qu'il y ait des gens en fait, à répondre aux différents appels d'offres pour la réalisation de cette zone. Et donc, pour répondre à ce défi, ils ont mis en place un processus qui est beaucoup plus itératif et beaucoup plus interactif, c'est-à-dire qu'ils ont eu tout un processus d'itération avec les différents types d'acteurs qui pourraient répondre aux différents appels d'offres, de manière à, quelque part, en partie, co-construire avec les acteurs les cahiers des charges pour être sûr que les acteurs soient en mesure derrière d'y répondre. Au final, l'aménageur considère que le projet ne sera pas significativement plus coûteux. Il considère qu'il y aura des impacts sur le modèle économique, mais que grâce à une priorisation différente des postes, en enlevant certains postes jugés gadgets, entre guillemets, c'est leur terme, c'était possible d'avoir un projet adapté au changement climatique qui ne soit au final pas significativement coûteux et totalement intégrable
dans le modèle économique du projet. Merci Morgane. Il est 18 heures. Merci à vous quatre. Nous devions également avoir dans ce numéro le témoignage de Célia Blowell, que vous connaissez probablement, de la ville de Paris. Malheureusement, elle a été rattrapée par le Covid. Donc, elle n'a pas pu faire son article, mais rassurez-vous, dans le prochain numéro des Annales des Mines, il y a une session de rattrapage, donc vous aurez l'article de Célia dans les annales du mois de juillet. Voilà. Donc, je suis sûr que vous irez aussi vous jeter sur cet article. Et bien maintenant, on passe aux questions-réponses. Donc, il y en a déjà pas mal dans le chat. Alors, je ne sais pas si vous voulez la reposer. Bruno Desprel, on la lit tous. Si vous voulez la commenter, j'en sais rien. Bruno, monsieur Desprel, vous m'entendez? Ah, vous ne m'entendez pas? Dis peut-être la question, Michel. Bruno Desprel, donc la forte inflexion constatée à partir des années 80 est-elle imputable surtout aux caractéristiques des 4 dernières décennies ou aux effets différés des périodes antérieures? Donc, je suppose que c'est une question sur le phénomène physique du réchauffement qui est posé là. Donc, je peux Oui. proposer une réponse, peut-être. Donc, je me sens visé. En tout cas, donc oui, c'est effectivement donc quelque chose que l'on voit de manière très nette au niveau France et au niveau mondial, ce réchauffement, mais surtout au niveau France. Hein. Alors donc, il faut bien penser qu'au niveau du réchauffement des températures, on a de la variabilité interne du système climatique, indépendamment d'un signal de fond lié à l'augmentation des gaz à effet de serre. En ce qui concerne l'hémisphère nord, il a été bien documenté aujourd'hui dans le dernier rapport du GIEC qu'il y a bien un effet de rattrapage quelque part qui s'est produit dans les années 80 suite donc à la diminution des aérosols donc sur l'hémisphère nord parce que les industries sont devenues moins polluantes et donc effectivement il y a eu une augmentation des températures plus rapide puisque donc on avait plus de rayonnement et d'ailleurs ce que dit le rapport du GIEC c'est aussi à méditer c'est qu'aujourd'hui le réchauffement planétaire est à 1,1 degré mais que du fait de nos concentrations de gaz à effet de serre, il devrait être à 1,5 degré et qu'on a encore 0,4 degrés qui sont quelque part donc réduits du fait des aérosols et donc des poussières que l'industrie au niveau planétaire continue d'émettre. Voilà, donc on a bien encore donc du réchauffement et celui-là, de toute manière, il se rajoutera au réchauffement actuel, quoi qu'on fasse, sauf à continuer à conserver des industries polluantes, ce qui n'est pas forcément donc la meilleure stratégie. Voilà. Non, on ne parle pas de géo-ingénierie aujourd'hui, mais il y a plein de géotrouve-tout qui ont plein d'idées pour mettre des choses dans l'atmosphère pour réduire tout ça. Monsieur Berman a une question. Vous voulez la poser, Monsieur Berman? Non, je la pose pour vous. Donc, pour l'adaptation, il faut de nouveaux acteurs, des architectes pour concevoir les digues, des monteurs de panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques, des réparateurs de voitures électriques, des pépiniéristes pour planter les arbres. J'ajouterais des gens pour isoler les maisons. Hein. Il y a un vrai sujet là-dessus. Et la question qui est posée, c'est la formation pour tous ces métiers sont-elles aujourd'hui au niveau nécessaire pour élargir la question, disons les compétences pour tous ces métiers sont-elles au niveau nécessaire? Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous quatre peut répondre par rapport à ce que vous avez autour de vous, comme peut-être Morgane, non? Je peux répondre sur la partie, en prenant un exemple qui est celui du confort d'été du bâtiment. Très clairement, ce qu'il y a à faire, c'est déjà il y a un fort besoin de formation des artisans et d'ailleurs même des bureaux d'études thermiques dans la prise en compte de ces questions de confort d'été. Donc là, c'est un exemple, mais oui, il y a besoin de formation. D'accord. Peut-être ajouter un petit point, parce que dans la question, il y a un savant mélange aussi entre adaptation et atténuation. Des digues, effectivement, c'est d'adaptation
au fait que la mer monte, il y a d'autres solutions, des solutions fondées sur la nature. Les panneaux solaires, les voitures électriques, c'est de l'atténuation. Là, on n'est pas dans l'adaptation. Et puis, les arbres, effectivement, on est là dans les deux secteurs, puisque on peut faire l'adaptation au changement climatique avec des arbres en réduisant les effets des îlots de chaleur urbains, et ça capte aussi le CO2, ça fait du stockage. Mais c'est vrai que c'est dans le cadre de la transformation, il faut aussi accompagner l'information, mais aussi la formation de nouveaux métiers. On voit particulièrement pour les solutions d'adaptation fondées sur la nature, c'est pas si simple. Oui, vous pouvez, dans la stratégie nationale. Monsieur Sall? Oui, je veux bien. Moi, je suis pas enseignant à l'université ni dans une école d'ingénieur. Je vais bien dire un mot sur cet aspect-là. Il me semble qu'il va falloir aussi finalement se former en avançant et donc pas nécessairement attendre que tout le monde soit formé pour agir. On est dans une forme d'urgence. Donc, il y a toute une série d'expérimentations qui sont en cours. Nous, dans le groupe Futuract, le réseau régional de recherche en Nouvelle-Aquitaine, on a été interpellé par une collectivité qui a un linéaire de digues de plusieurs dizaines de kilomètres et qui se dit au bord du fleuve, de la Garonne, et qui se dit qu'est-ce qu'on va faire avec ces digues? Le coût pour les restaurer est hors d'atteinte. Les niveaux de montée des eaux prédisent qu'elles ne résisteront pas ou qu'elles seront submergées. Donc, il se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire. Et donc, l'idée, c'est de mettre sur ce terrain-là des étudiants en thèse, des postdocs, des expérimentateurs, pour essayer de réfléchir collectivement à comment on peut avancer. Et ça, je pense que c'est de la formation en avançant. Il y en a partout, dans les parcs naturels, dans les projets de ville, des situations d'expérimentation de cette sorte, où je crois que voilà, c'est des apprentissages qui se font chemin faisant. Merci, Monsieur Sall. Donc, Monsieur Ferréol a une question. Je ne sais pas si veut la poser. Non. Donc, c'est la question du financement, une question particulière sur l'action citoyenne pour la préservation de la biodiversité n'a pas de financement. Donc, les gens sont bénévoles et ce n'est pas toujours évident pour influencer avec des simulations complexes la révision actuelle des PLUI, les plans locaux d'urbanisme pour les groupements de communes qui détermineront l'urbanisation des années à venir. Et c'est vrai que là aussi, il faut connaître ce qui va se passer dans 30 ans, les îlots de chaleur, ou les îlots de fraîcheur d'ailleurs, ou l'isolation des maisons, pour mettre en priorité des actions précises de préservation et de restauration de la biodiversité, pas de création d'habitat et de mobilité pour les humains. Quels moyens de financement pourraient permettre que des personnes comme moi puissent agir à temps plein? Ça pose plus généralement la question du financement. J'ajouterais peut-être à cette question, moi, quelque chose qui m'interpelle, et c'est pas pour ça que, je ne t'appelle pas Morgane pour ça, mais I4C nous dit assez souvent, il manque tant de milliards pour investir sur l'atténuation. En revanche, on voit beaucoup moins de chiffres sur les investissements à faire sur l'adaptation. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup probablement des investissements des collectivités, des entreprises. Voilà, donc je ne sais pas qui veut répondre à cette question sur le financement, Morgane. Je peux répondre parce que c'est un parfait teaser. Nous allons sortir une première estimation de coût de l'adaptation en France en juin, fin juin. Voilà. Ah disons, c'est super. On n'a pas répété avant, c'est promis. Merci. Monsieur Sall? Oui, mais moi je dirais que cette mobilisation citoyenne qu'aujourd'hui tout le monde appelle de ses voeux, et donc on cherche du côté des collectifs, des ressources, des sursauts, des initiatives. Et évidemment, la question des moyens se pose. C'est pas nouveau pour les associations d'environnement en particulier. Elles ont toujours été en difficulté de dotation. Soit ça passe par des subventions, soit elles se sont personnalisées pour certaines pour aller faire de la prestation. Donc c'est une idée très ancienne. Mais par contre, face au défi qui est là, de réfléchir collectivement à l'adaptation, peut-être qu'il y aurait, moi je n'ai pas en tête les instruments économiques de financement qui permettraient de le faire, mais en tous les cas, c'est une vraie question. Et quand je disais tout à l'heure qu'il faut imaginer les choses,
ça fait partie de ces choses à imaginer pour que les collectifs puissent prendre en charge et avoir prise sur des transitions qu'ils souhaiteraient faire. On a vu que dans certaines communes, c'était le cas, à des échelles communales, dans certains quartiers. Donc, évidemment, c'est une question très importante de drainer des moyens vers ces transitions, même si elles ne sont pas à vocation productive, mais qu'elles sont d'origine citoyenne et à vocation d'intérêt collectif. C'est vrai que dans le plan de relance, il y a le tiers, 30 milliards pour l'environnement. Il n'y a probablement pas beaucoup d'argent déjà pour l'adaptation et peut-être encore moins pour l'action citoyenne. Monsieur Corbeau a posé une question. Je ne sais pas s'il veut la poser. Vous faites toujours la proposition, non? Donc, je la lis. Pourquoi dépenser des dizaines de milliards d'euros pour rénover le bâti en France? C'est vrai que ça coûte cher. Ce qui n'aura pas d'effet sur le climat au niveau mondial, du fait des émissions de gaz à effet de serre par l'Inde, les USA et la Chine. Ne vaut-il pas mieux dépenser de l'argent pour lutter contre les effets du réchauffement climatique en France, et en citant l'exemple de la construction de retenues d'eau pour l'agriculture en France? Donc, qui veut répondre? Peut-être Monsieur Salle, puisqu'on parle d'eau, j'en sais rien. Oui, sur l'aspect agricole, ça, je veux bien répondre. Ça rejoint un peu l'exposé que j'ai fait tout à l'heure, à savoir que dans les travaux qu'on voit sur le déficit hydrique et les problèmes hydroclimatiques dans certaines régions aujourd'hui, il faut être conscient qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a qu'une seule ressource en quelque sorte. Donc quand vous dites on va affecter de l'eau, on va la mettre dans des réserves, se pose plein de difficultés, celle de son évaporation, celle de sa qualité, et puis celle du fait qu'elle ne sera plus dans les sols et que donc aujourd'hui, tout ce qui est montré à travers notamment les solutions fondées sur la nature, c'est que l'eau, elle a bien plus de valeur si elle reste dans les sols, dans les chevelus des hauts de bassins, et qu'elle draine les territoires, qu'elle restitue de l'eau à travers les zones humides, que si elle est captée et enfermée dans des réserves qui sont dédiées à une finalité en particulier. Et donc, s'il faut de l'eau pour l'agriculture, ça c'est une certitude, mais c'est pour quelle agriculture? Et quelle agriculture voulons-nous? Aujourd'hui, il faut savoir que voilà, sur la prône de maïs du sud-ouest, qui est une des vocations où l'eau est utilisée, une bonne partie part pour l'alimentation animale et une autre partie part pour l'industrie de l'amidon. La question qui se pose, c'est est-ce que cette production a vocation à rester prioritaire demain dans la captation de l'eau? Et ça, ce n'est pas un problème d'agriculture, c'est un problème de société. Donc, ce sont des arbitrages politiques qu'il va falloir affronter et de manière qui sont d'ailleurs tranchés aujourd'hui. 100 millions ont été accordés par le gouvernement Castex il y a la semaine dernière via les agences de l'eau pour faire de nouvelles réserves. Donc aujourd'hui, le parti pris, il est celui que vous avez évoqué, qui est d'accélérer les ressources, les réserves. Mais ce n'est pas ça qui certainement a une visée durable pour l'avenir. Et ça, il y a beaucoup de travaux scientifiques qui le démontrent et beaucoup de mouvements citoyens qui le contestent. Merci, Monsieur Sage. J'ajouterais peut-être quelle agriculture pouvons-nous dans le nord de l'Angleterre, la vigne ne pousse pas parce que le climat n'est pas adapté et personne ne cherche à faire pousser de la vigne dans le nord de l'Angleterre, peut-être demain. Donc c'est vrai que le climat s'impose de toute façon à ce qui peut pousser tôt ou tard. Monsieur Giraud a posé une question qui rejoint un petit peu l'article de Monsieur Valentin. Je ne sais pas s'il veut la poser, toujours pas. Donc, les scénarios d'adaptation tiennent-ils compte des pertes d'efficacité par suite de troubles sociaux, mouvements migratoires, incendies variés et même sabotage? Donc, question pour nos deux premiers intervenants, je pense, Jérôme ou Jean-Michel. Je ne sais pas qui se lance. Oula, il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme. La question est effectivement très technique. Oui, aussi. Pas vraiment technique. Si, je pense qu'il y a effectivement une partie qui est au moins prise en compte. De dire est-ce qu'on va jusqu'au sabotage, je ne saurais pas répondre. Je ne sais pas si Jean-Michel a la réponse. Oui, donc il faut bien comprendre effectivement que dans les scénarios
socio-économiques que l'on va ensuite utilisés pour établir des évolutions des concentrations de gaz à effet de serre et donc qui vont conduire au réchauffement de la planète. Ils ne sont pas construits par les climatologues, ils sont construits par des économistes et des sociologues qui examinent un tas de scénarios possibles de l'évolution de la planète. Alors pour autant, ces scénarios, ils sont avec l'imagination que l'on peut avoir aujourd'hui. Donc par exemple, donc, la pandémie Covid n'avait pas été imaginée donc, quand ça a été fait. Et alors ensuite, donc, ils ne s'inscrivent peut-être pas dans une description aussi fine que la question qui est posée, mais ils décrivent des mondes qui sont soit des mondes où les pays collaborent ensemble, ou au contraire, ils sont dans des mondes qui sont concurrentiels, voire belliqueux entre eux. Et donc, justement, donc, il y avait une communication du GIEC qui faisait référence donc, au conflit que l'on connaît aujourd'hui donc, entre la Russie et l'Ukraine, et de dire que dans un monde de type en conflit et où la collaboration internationale diminue, eh bien, donc, on sait d'avance qu'on aura beaucoup plus de mal à atteindre donc, les scénarios de réduction des émissions de gaz à effet de serre compatibles donc, avec les accords de Paris. Donc il y a quand même un certain nombre de messages importants, je pense, à tirer de ces scénarios, donc, notamment ceux qui ont été utilisés par le dernier rapport du GIEC, les scénarios donc, qui associent des scénarios socio-économiques donc, aux évolutions de concentration de gaz à effet de serre. Merci. Donc la réponse est très clairement, on va dire non. Je pense qu'il nous semble que dans le rapport du GIEC, on cite à un moment le nombre de millions, je crois que c'est 200 millions de réfugiés climatiques, hein, d'immigration climatique. Donc, à l'évidence, comme le climat en France est un climat qui va rester favorable, hein, au moins dans le nord de la France, elle va être attractive par rapport à d'autres pays qui vont connaître beaucoup plus de sécheresse et de chaleur. Une question de Monsieur Roux. Je voulais avant rebondir sur la question précédente sur la rénovation du bâtiment. La rénovation du bâtiment, si on regarde la RE 2020, effectivement, il y a une forte partie qui est liée à l'atténuation du changement climatique avec les diminutions de dépenses, notamment en chauffage, mais il y a aussi une partie sur le confort d'été. Donc là, le confort d'été, on est bien aussi sur de l'adaptation aux effets du réchauffement climatique. Merci. Le confort d'été, ce n'est pas la climatisation, on a tous bien compris, hein, parce que ça augmente les émissions si on utilise des énergies carbonées. Donc, la question de Monsieur Roux, je me laisse la poser. Donc, ça, c'est très clairement, je pense, une question pour Jérôme, hein, puisqu'on parle du PNAC, et il y a un prochain PNAC qui est en cours d'élaboration. Dans la politique d'urbanisation des villes, est-il prévu de rendre obligatoire des îlots de fraîcheur, et si oui, selon quels critères au mètre carré par nombre d'habitants sur une surface à définir? Question précise. Question précise, alors à ma connaissance, non. On est plutôt sur la lutte contre les îlots de chaleur. Mais voilà, et puis aussi comme je viens de le dire, sur le confort d'été à l'intérieur des bâtiments. Îlots de fraîcheur, il y en a un petit peu en ce sens qu'on a autorisé les climatisations dans les EHPAD et autres. Mais ça pourra éventuellement être intégré dans le prochain PNAC 3 qui sortira l'année prochaine. En tout cas, ça vous donne une idée supplémentaire, Jérôme. Est-ce que M. Després voudrait prendre la parole? Non, ça ne marche pas son micro, parce que M. Després n'est pas totalement satisfait, non pas de la réponse, mais de la manière dont j'ai posé la question. Donc, non, oui, M. Després. Oui, allez-y. Apparemment, ça fonctionne. Oui, en fait, on a beaucoup parlé des spécificités de la période qui s'ouvre à partir des années 80. Enfin, c'est la période d'une accélération de la mondialisation. On a parlé de deuxième mondialisation avec une accélération des échanges, des flux de capitaux. Donc, on a clairement une spécificité à partir de ce moment-là. On a parlé d'un impact très important en matière d'empreinte carbone. Donc, je voulais savoir, et les graphiques que nous a présenté
Monsieur Duvernois était extrêmement intéressant. Enfin, les deux premiers graphiques sur la température et la fonte des glaciers, on a vraiment, il l'a dit d'ailleurs, une très forte inflexion à partir de ce moment-là. Donc, ma question était de savoir dans quelle mesure il y avait vraiment un reflet de cette spécificité que j'évoquais précédemment, ou si on était simplement dans un processus où on récoltait, si je puis dire, les effets de l'industrie, enfin de la civilisation industrielle, simplement avec une accélération. Voilà. Enfin, je ne sais pas si je suis clair. Voilà. Dans quelle mesure est-ce que cette forte inflexion qu'on constate sur les graphiques a à voir spécifiquement avec la période de mondialisation qui s'ouvre à ce moment-là? Bon, je pense que Jérôme Duvernois, c'est pour vous, hein. Oui, enfin, Jean-Michel a déjà un peu répondu tout à l'heure. Il y a effectivement cet effet de rattrapage, mais il y a aussi un effet de cumul, hein, qui va intervenir. On a commencé à mettre à partir de l'industrialisation, mais plus ça va, effectivement, on va accélérer l'industrialisation, on va accélérer la mondialisation. Et pendant ce temps-là, voilà, on accumule au fur et à mesure du temps les émissions de CO2 passées, hein, et maintenant, enfin, le GIEC est assez clair là-dessus. Il ne nous reste plus que 500 gigatonnes à émettre, enfin de droits à émettre, entre guillemets, si on veut rester à une température mondiale, une augmentation de la température mondiale inférieure à 1,5 degré. Un petit peu plus si on se limite si on accepte 2 degrés. Ce qui veut dire qu'il faut non seulement que les grands émetteurs diminuent fortement, mais il faut que tout le monde s'y mette, hein. On parle de l'empreinte carbone des Français est de 9 tonnes environ. Il faut que l'empreinte carbone de chaque habitant de la Terre soit réduite à 2 tonnes, hein, pour qu'on limite à 1,5 degré. Moi, je voudrais juste rajouter un point. La réponse de température, elle est liée à la concentration en CO2. Donc, effectivement, cette concentration en CO2 dans l'atmosphère, elle peut être liée à différentes choses. Et donc, peut-être la mondialisation très importante à ce moment-là. Mais ne pas oublier que c'est un problème d'émission de CO2 avant tout. Moi, je dirais que pour faire très très court, hein, la solution pour le bâtiment, on va dire, elle existe. C'est un problème d'argent. L'industrie a énormément réduit ses émissions et les outils européens existent. Par contre, les transports n'arrêtent pas d'augmenter et on n'a pas la solution. Et ce n'est pas les voitures électriques qui vont résoudre le problème. C'est vraiment un changement de paradigme, hein, comme l'a dit tout à l'heure M. Salle, pour les transports. Et l'agriculture, on les voit beaucoup maintenant émettre, hein, je vous ai dit, un petit 20%. Et pas que du CO2, il y a également le méthane. Et bientôt, ça va devenir presque le premier émetteur, derrière les transports quand même, qui ont énormément augmenté. Donc, pour les problèmes, ils ne sont pas tous résolus, hein, pour les émissions, loin s'en faut. Sans compter qu'avant, c'était l'Europe, hein, qui émettait le plus, il y a une bonne centaine d'années. Après, ce sont les États-Unis. Et depuis assez peu, hein, ce sont les Chinois, mais par tête de pipe, hein, par habitant. Un Chinois émet à peu près comme un Européen, quoi, un tout petit peu plus qu'un Français, mais pas plus. Hein. Beaucoup moins qu'un Américain, beaucoup moins qu'un Australien et beaucoup moins qu'un Canadien. Donc, si je peux donner mon avis, tout le monde doit faire un effort, y compris la France, mais pas que, c'est clair. Monsieur Ferréol, non, Monsieur Giraud. Bertrand Giraud, on peut prendre ces 2 dernières questions peut-être, il y en aura peut-être oui, pas d'autres. D'accord, donc Monsieur Giraud. Monsieur Giraud, vous voulez parler? Oui. Non? Donc, vous revenez sur les ressources en eau et vous êtes d'accord pour dire que les bassins ne sont pas une panacée, loin de là. Mais y a-t-il des eaux qui se perdent à la mer et seraient stockables d'une saison à l'autre? D'autre part, les scénarios envisagent-ils la dessalination? Bon, peut-être sur ce point, ça rejoint un peu ce que j'ai évoqué, l'idée
que finalement, toute l'eau qui part, qui coule et qui part à la mer est de l'eau perdue quelque part. Donc ça, c'est une vision, comme je disais, un peu voilà, qui paraît de bon sens, mais qui en réalité, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de drainage depuis d'ailleurs, après les années 70, avec tous les remembrements dans l'après-guerre. Donc le ruissellement de l'eau s'est accéléré et donc on a évacué l'eau plus que la retenir. Et aujourd'hui, il faut faire le chemin inverse, c'est-à-dire que toutes les terres agricoles qu'on a drainées, mais pour gagner en surface agricole utile et pour gagner en moyens d'exploitation, bien aujourd'hui, non pas qu'il faille faire tout le chemin à l'inverse, mais le modèle, c'est plutôt de retenir cette eau, de la retenir dans des zones, dans les sols, parce que c'est là qu'elle va se restituer le mieux, à travers aussi de la végétation, et puis qu'on puisse la restituer pour les besoins en tant que de besoins. Donc, l'idée du stockage, aujourd'hui, évidemment, elle reste pertinente pour certains points, mais ce n'est pas la panacée, quoi. Quant à la désalinisation, on voit qu'aujourd'hui, le problème, c'est l'énergie, c'est-à-dire que ça consomme énormément d'énergie de désaliniser de l'eau. Et puis, il y a les résidus qui restent, qui sont les résidus de sel qui restent et qui posent un problème parce que ce sont des déchets. Donc, cette solution technologique, elle apparaît pour l'instant avec plus problématique qu'une opportunité véritablement. Merci, M. Salle. Dernière question, donc M. Ferréol, je me laisse la poser. Oui. Les meilleures régulations sont celles effectuées par la nature, les arbres, les prairies, les zones humides. Pourtant, c'est le béton et le bitume qui seront à l'honneur dans la gestion des villes. Pourquoi ne pas faire du Green City au lieu de faire du Smart City? Ça, c'est une question pour Morgane. Non? Elle est encore là? Oui, je suis encore là. Alors, je ne suis pas urbaniste, je suis économiste, donc du coup, je suis clairement pas spécialiste sur le sujet. Mais je pense que c'est une question de choix politique collectif. Donc, je ne saurais pas répondre à cette question. D'accord. En tout cas, c'est une question dont parle souvent, des réponses qu'il donne, hein, le sénateur Dantec, c'est un de ses sujets de prédilection et je crois que l'article sur Paris sera peut-être intéressant à cet égard, mais il est clair que moi, tous les dossiers, dans les différents métiers que j'exerce, tous les dossiers que je vois passer sur les actes notamment, les zones d'activité, prévoient des îlots de fraîcheur, prévoient des toits végétalisés. Donc c'est vrai qu'on voit quand même une utilisation entre guillemets de la nature dans les aménagements, peut-être pas à la hauteur de ce qu'on veut, mais il est 18h27, nous sommes à 3 minutes de la fin, donc je vous remercie tous et toutes de vos présentations. Vous avez, je pense, réussi à capter notre attention dans le temps imparti, donc une grosse félicitation. Et je redonne la parole à François Valérian. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Michel, pour tout ce que tu as fait, pour ce beau numéro que tu as coordonné avec Hervé Letreux. Tu as aussi rédigé l'introduction. Et puis, merci encore à Morgane Nicole, Jérôme Duvernois, Denis Salle, Jean-Michel Soubérou qui a dû nous quitter. C'était vraiment très intéressant. Merci à toutes et tous de votre fidélité à cette belle revue que je vais quitter au tout début de juillet pour de nouvelles aventures. Donc, c'était ma dernière table ronde des Alain-Denis. Vraiment, j'ai été très heureux d'en faire un certain nombre avec vous sur ces dernières années. Puis, je voudrais enfin remercier Alexia Kappelmann, notre secrétaire générale adjointe de rédaction, qui, entre autres activités, est responsable de toute notre communication. Et donc, merci beaucoup, Alexia, pour votre travail. Et puis, bonne soirée à toutes et à tous. François, tu ne veux pas donner le nom de ton successeur? Il est secret? Ici, tout à fait, il n'est pas secret. Donc, c'est Grégoire Postel-Vinet. Et tu as évoqué, Michel, notre prochain numéro de cette série, donc, qui paraîtra en juillet, sur le thème Faire face à la longue urgence. Et ce numéro fera l'objet d'une table ronde. Donc, puis aussi, au début de juillet, Alexia est en train d'organiser cela. Et donc, elle sera animée par mon successeur, Grégoire Postel-Vinet, qui me succédera au 1er juillet. Très bien. Écoutez, bonne soirée à toutes et tous. Bonne soirée. Merci.